Été 2008. Une sécheresse historique s'abat sur la région, rongeant la terre et asséchant les rivières. Le lac de barrage, autrefois un miroir d'azur impénétrable, se retire lentement, révélant des secrets que l'on croyait noyés à jamais. Jour après jour, le niveau de l'eau baisse, et une silhouette anachronique commence à percer la surface. C'est d'abord la pointe d'un clocher, puis le toit de l'aile, église, émergeant des profondeurs comme le fantôme d'un monde oublié. Le village de Valbrume, sacrifié 40 ans plus tôt sur l'autel du progrès, refait surface. Ses rues, ses maisons, sa place centrale, tout un pan d'histoire locale que l'on pensait effacé, est désormais exposé à l'air libre, couvert d'une couche de vase et de silence. Ce n'est pas une résurrection, mais l'exhumation d'une tombe aquatique. Les ruines de Valbrume offrent un spectacle à la fois macabre et fascinant. Les murs des maisons, encore debout pour la plupart, sont tapissés d'algues séchées et de coquillages fossilisés. Les rues silencieuses, où résonnaient autrefois les rires des enfants et le bruit des commerces, ne sont plus que des sillons de boue craquelés sous le soleil implacable. C'est un village fantôme, une Pompéi moderne figée non pas par la cendre, mais par l'eau. Chaque objet mis au jour raconte une histoire interrompue, une bicyclette rouillée appuyée contre un mur invisible, une enseigne de boulangerie dont les lettres s'effacent, des fenêtres béantes comme des yeux vides, fixant un ciel qu'elles n'avaient pas vu depuis 4 décennies. Le temps s'est arrêté ici en 1968, et le présent semble être qu'un intrus profanant un lieu de mémoire. Au milieu de ce paysage spectral, un homme se distingue des curieux et des journalistes. Il s'appelle Marc Dubois. Plongeur amateur et passionné d'histoire locale, il voit dans cette sécheresse une occasion unique. Valbrume n'est pas pour lui une simple attraction morbide. C'est l'obsession d'une vie, une légende transmise par les anciens qu'il peut enfin toucher du doigt. Il a passé des années à étudier les vieux plans cadastraux, à recueillir les témoignages des derniers habitants exilés. Son but n'est pas de piller les vestiges, mais de documenter, de comprendre ce qui s'est réellement passé dans les derniers jours frénétiques du village. Équipé de sa combinaison de ses bouteilles d'oxygène et d'une caméra sous-marine, il s'apprête à s'aventurer là où personne n'est retourné depuis l'inondation. La descente dans les eaux encore profondes du lac est une immersion dans un autre monde. La lumière du soleil peine à percer la surface, créant une pénombre verdâtre où les formes se dessinent lentement. Le silence est total, oppressant, seulement troublé par le son régulier de sa propre respiration dans le détendeur. Marc palme au-dessus de ce qui fut la rue principale, son projecteur balayant les façades endormies. Il flotte à travers un décor irréel, où les poissons ont remplacé les habitants. École, la mairie, chaque bâtiment est une station dans son pèlerinage silencieux. Il ressent un mélange de respect et d'excitation, conscient de violer un sanctuaire endormi, un lieu où les souvenirs sont piégés dans la vase depuis 40 longues années. Son objectif est précis, la bibliothèque municipale. Selon les archives, était le cœur intellectuel et social de Valbrume, un lieu tenu par une femme dont le nom est devenu une légende locale, Élise Moreau. La bibliothécaire qui, disait-on, avait refusé de quitter sa maison et ses livres jusqu'au tout dernier moment, avant de disparaître mystérieusement. La version officielle a conclu à une noyade accidentelle ou à une fuite de dernière minute, mais des doutes ont toujours subsisté. Marc s'approche du bâtiment, une structure en pierre plus massive que les autres. La grande porte en bois est entr'ouverte, une invitation muette à entrer dans le passé. Il franchit le seuil, retenant son souffle, pénétrant dans l'antre du mystère de Valbrume. L'intérieur est une scène de désolation silencieuse et poignante. Des milliers de livres, transformés en une pulpe informe et compacte, gisent encore sur des étagères métalliques rongées par la rouille. La boue recouvre le sol d'une épaisse couche, amortissant chaque mouvement. Le faisceau de la lampe de Marc danse sur les murs, révélant des pans de papier peints décollés et des traces sombres laissées par le temps et l'eau. Au fond de la pièce principale, une porte mène à un bureau plus petit. Était son espace, le sanctuaire d'Élise Moreau. Un grand bureau en chêne trône encore au milieu, miraculeusement stable sur ses pieds. C'est ici, dans ce lieu figé, que le destin de la bibliothécaire et du village a dû se jouer. C'est alors que le faisceau de sa lampe torche accroche un reflet métallique inhabituel sous le bureau. L'objet est presque entièrement enseveli dans la vase accumulée. Intrigué, Marc s'approche et commence à déblayer la boue avec ses mains gantées. Lentement, une forme rectangulaire et massive apparaît. C'est un coffre-fort. Un vieux modèle en fer, lourd et compact, dont la peinture noire est écaillée, laissant place à des taches de rouille profondes. La poignée chromée est figée, le cadran de la combinaison est illisible, soudé par la corrosion. L'objet est scellé, hermétiquement fermé, comme s'il protégeait son contenu des ravages du temps et de l'eau. Sa présence ici, dans le bureau d'une simple bibliothèque de village,
est une anomalie totale. Un coffre-fort. L'objet détonne dans ce décor de savoir et de culture. Il suggère des secrets, de l'argent, des documents d'une importance capitale. Qu'est-ce qu'une bibliothécaire aurait bien pu vouloir protéger avec une telle ardeur, au point de le laisser derrière elle dans un village condamné à disparaître sous les flots? Cette découverte change instantanément la nature de l'exploration de Mark. Il n'est plus simplement en train de documenter le passé. Il vient de trouver une capsule temporelle, une boîte noire contenant potentiellement la réponse à une énigme vieille de 40 ans. Ce coffre n'est pas un simple artefact, c'est la promesse d'une vérité qui a refusé de se dissoudre, une voix silencieuse qui a attendu patiemment son heure au fond du lac. De retour à la surface, l'excitation de Mark est palpable. Avec l'aide des autorités locales, le lourd coffre-fort est extrait des ruines de la bibliothèque. L'opération est délicate et attire une foule de journalistes et de badauds sur les berges asséchées du lac. Posé sur la terre craquelée, l'objet semble encore plus mystérieux, une relique d'un autre âge, couverte de boue et de mystère. La nouvelle de sa découverte se répand comme une traînée de poudre. Le silence du lac a été rompu. Pendant 40 ans, Valbrumm a gardé ses secrets enfouis sous des millions de mètres cubes d'eau. Aujourd'hui, ce coffre rouillé et muet est sur le point de parler, et son histoire pourrait bien réécrire la version officielle de ce qui est arrivé à Élise Moreau et à son village. L'appel téléphonique est arrivé un mardi matin, alors que Léa Fournier était plongée dans la quiétude de son appartement parisien, un havre de paix tapissé de livres et de cartes anciennes. La sonnerie stridente a déchiré le silence studieux, l'attirant de ses recherches sur les migrations rurales du XXe siècle. Au bout du fil, une voix grave et officielle, celle d'un gendarme de la brigade de recherche de Grenoble, a prononcé des mots qui semblaient appartenir à un autre monde, à une autre époque. On parlait du lac de barrage de sa région natale, de la sécheresse historique, et des ruines d'un village englouti. Puis, le nom est tombé, comme une pierre jetée dans les eaux calmes de sa mémoire. Élise Moreau. Sa grand-tante. Ils avaient retrouvé quelque chose dans l'ancienne bibliothèque, un objet personnel, lourd, scellé. Un coffre-fort. Le monde de Léa, si bien ordonné, a basculé en l'espace de quelques secondes. Un silence assourdissant a suivi les explications du gendarme. Léa sentait le combiné glisser dans sa main moite, son regard perdu sur les notes éparpillées sur son bureau. Valbrumm. Élise. Des mots qui appartenaient au récit de son enfance. Au murmure de sa grand-mère, lors des longues soirées d'hiver. Était une légende familiale, une tragédie nimbée de mystère et de fierté, l'histoire de cette femme qui avait refusé de céder au progrès destructeur. Mais cette légende venait de faire irruption dans le réel, avec la brutalité d'une pièce à conviction. Le coffre-fort, ce détail incongru, transformait le mythe en une enquête potentielle. Ce N était plus une histoire que l'on se racontait pour honorer une ancêtre au caractère bien trempé, mais un secret tangible, rouillé, et couvert de vases, qui avait attendu 40 ans pour refaire surface, et exiger des réponses. Dans son esprit l'image Élise Moreau a pris une nouvelle dimension, plus nette et plus urgente. Elle la connaissait à travers une unique photographie sépia, conservée précieusement dans un album de famille. Le visage d'une jeune femme de 34 ans, au regard direct et intelligent, une lueur de défi dans les yeux. On disait qu'elle connaissait par cœur chaque livre de sa bibliothèque, qu'elle considérait les histoires qu'ils contenaient comme des êtres vivants. Son refus de quitter Valbrumm n'était pas un caprice, mais un acte de résistance, la défense d'un monde qu'elle ne pouvait se résoudre à voir disparaître. Léa, l'historienne, avait toujours été fascinée par ce geste romantique et tragique. Mais aujourd'hui, elle se demandait ce qui se cachait vraiment derrière cette façade de courage. La peur, peut-être ? Ou la connaissance d'un danger bien plus grand que la simple montée des eaux. La décision fut instantanée, une évidence qui s'imposa à elle sans la moindre hésitation. Elle devait y aller. Ce N était plus seulement un sujet d'étude ou une curiosité historique. Était un appel, un devoir personnel envers cette femme, dont elle portait une part de l'héritage. En quelques minutes, elle a rassemblé quelques affaires dans un sac de voyage, ses gestes devenant mécaniques, dictés par une force intérieure qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait. Chaque objet qu'elle emportait, un carnet, un appareil photo, la vieille carte de la région, semblait être un outil pour une quête à venir. En quittant son appartement, elle avait le sentiment de laisser derrière elle sa vie d'archiviste, pour s'engager sur les traces d'une histoire vivante, la sienne. La route vers le sud était plus un simple trajet, mais un pèlerinage vers le cœur d'un mystère familial. Le voyage en voiture fut une longue transition entre deux réalités.
le paysage urbain et familier de Paris a cédé la place aux vastes étendues de la campagne française, qui devenait de plus en plus aride à mesure qu'elle approchait de sa destination. Le soleil de l'Aile, été 2008, était implacable, transformant les champs en une mosaïque de terre craquelée. À la radio, les bulletins d'information parlaient en boucle de la sécheresse, la pire depuis des décennies, énumérant ses conséquences désastreuses pour l'agriculture et les réserves d'eau. Pour Léa, ces mots résonnaient différemment. Cette catastrophe écologique était aussi une sorte de miracle archéologique, une anomalie, qui avait permis au passé de remonter à la surface. Plus elle se rapprochait du lac, plus son anxiété grandissait, mêlée à une étrange et fébrile excitation. Elle allait enfin voir de ses propres yeux le lieu qui avait hanté son imagination depuis l'enfance. L'arrivée sur les lieux fut un choc visuel et émotionnel d'une puissance inouïe. Là où elle s'attendait à voir une étendue d'eau scintillante, il n'y avait qu'un immense cratère de boue séchée, au centre duquel se dressait le squelette d'un village. Le clocher de l'Aile, église, tel un doigt accusateur pointé vers le ciel, dominait un enchevêtrement de murs éventrés et de rues silencieuses. Une odeur âcre de vase et de décomposition flottait dans l'air chaud. Des dizaines de curieux et de journalistes étaient massés derrière un périmètre de sécurité, leurs appareils photo crépitants. Léa se sentit immédiatement étrangère, une intruse dans ce spectacle macabre, qui était pourtant l'histoire de sa propre famille. Elle gara sa voiture et s'avança, le cœur battant, vers ce décor de fin du monde, se frayant un chemin à travers la foule pour répondre à l'invitation des autorités. Un gendarme l'a escortée au-delà du ruban de sécurité, et ses pieds se sont posés sur le sol craquelé du lac. Chaque pas soulevait un nuage de poussière fine. Le silence était presque total, surnaturel. Léa avançait au milieu des ruines, longeant ce qui avait été la rue principale. Elle pouvait presque entendre les échos fantomatiques des vies passées. Les rires des enfants sortant de hall, école, le bruit des outils de l'artisan, les conversations sur la place du marché. Était un cimetière à ciel ouvert, une Pompéi de boue et de silence. La vue de la bibliothèque, un bâtiment en pierre plus robuste que les autres, lui serra la gorge. Était là. Le sanctuaire de sa grand-tante. Le lieu où son histoire, était brutalement arrêtée. Émotion la submergea. Un mélange de tristesse profonde et de respect pour la mémoire de ce lieu et de ses habitants sacrifiés. Et puis, elle l'a vu, posé sur une bâche près des ruines de la bibliothèque, le coffre-fort semblait absorber toute la lumière. Il était encore plus massif et menaçant qu'elle ne l'avait imaginé. La rouille avait rongé la peinture noire, créant des motifs semblables à des cartes géographiques d'un pays inconnu. Des coquillages et des algues séchées étaient incrustés dans ces jointures, témoins silencieux de ces 40 années passées sous l'eau. L'objet était une anomalie totale dans ce décor de savoir et de culture. Il parlait un langage de secrets, de dangers et de richesses cachées, un langage qui ne correspondait en rien à l'image qu'elle se faisait d'une simple bibliothécaire de village. En le contemplant, Léa a compris que ce coffre n'était pas un simple meuble. Était le point final ou le premier chapitre d'une histoire bien plus sombre que la légende familiale. À cet instant précis, tout a changé pour Léa. Sa démarche d'historienne, entraînée à maintenir une distance objective avec son sujet d'étude, s'est effacée pour laisser place à une implication viscérale et personnelle. Ce était plus une affaire de documents d'archives ou d'analyse factuelle. Était une quête de vérité pour Élise. Ce coffre-fort n'était pas un artefact à cataloguer. Était une bouteille à la mer, un dernier message envoyé juste avant que le silence ne l'engloutisse. Elle sentait le poids de 40 années de questions sans réponse peser sur ses épaules. Qui était vraiment sa grand-tante? Quelle vérité avait-elle voulu protéger avec une telle détermination? La mission de Léa était désormais claire. Elle devait ouvrir ce coffre. Elle devait donner une voix à Élise, et découvrir pourquoi cette voix avait été réduite au silence. Les questions se bousculaient dans son esprit, formant un tourbillon incessant. Pourquoi une bibliothécaire aurait-elle eu besoin d'un coffre-fort aussi imposant? Si elle avait eu quelque chose de précieux à protéger, pourquoi ne l'avait-elle pas emporté avec elle en fuyant le village, comme le suggérait la version officielle? À moins qu'elle n'ait jamais eu l'intention de fuir. Peut-être que ce coffre était sa dernière ligne de défense, le gardien d'une preuve si explosive qu'elle avait préféré la confier aux profondeurs du lac, plutôt que de la laisser tomber entre de mauvaises mains. Chaque hypothèse en entraînait une autre, plus inquiétante encore. Léa regardait l'objet métallique, muet et impénétrable, et y voyait la promesse d'une révélation. Une révélation qui, elle le sentait au plus profond d'elle-même, allait non seulement réécrire l'histoire de sa famille, mais aussi celle de tout le village de Valbrume. Prudemment, presque religieusement, Léa s'est approchée et a posé sa main sur la surface froide et rugueuse du coffre. Le contact était électrique, un pont tangible jeté à travers les décennies.
Sous ses doigts, elle pouvait sentir la texture granuleuse de la rouille et de la boue séchée. Était comme si elle touchait directement le passé, un passé qui, était plus abstrait mais brutalement matériel. En cet instant de connexion silencieuse, elle a fait une promesse à la femme qu'elle n'avait jamais connue. Elle lui a promis d'aller jusqu'au bout, de déchiffrer son dernier message, et de faire éclater la vérité, quelle qu'elle soit, et quel qu'en soit le prix. Le soleil commençait à décliner, jetant de longues ombres sur les ruines de Valbrume. Pour Léa Fournier, l'enquête ne faisait que commencer. Mais ce était que le début de ce qui allait suivre. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à déterrer ces histoires oubliées. Alors si ce mystère vous captive déjà, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo avec vos amis et, surtout, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de la suite. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Et posez-vous la question, que feriez-vous dans une situation pareille? Pensez-vous que vous supporteriez de voir l'histoire de votre famille ainsi exhumée sous vos yeux? Restez avec nous, car les secrets de Valbrume sont sur le point d'être révélés. Pour comprendre la portée de cette découverte, il faut remonter le temps, 40 ans en arrière, en 1968. Valbrume n'était pas encore ce squelette de boue et de pierre, mais un village vibrant, niché au creux d'une vallée verdoyante, traversé par une rivière aux eaux claires. La vie y était simple, rythmée par les saisons, et les cloches de l'aile, église. Les familles s'y connaissaient depuis des générations, partageant les joies des mariages, et les peines des funérailles. Était une France rurale, fière de ses traditions, qui se méfiait du monde moderne qui grondait au-delà des montagnes. Puis, la nouvelle est tombée, portée par des hommes en costume sombre venus de la capitale. Un barrage hydroélectrique allait être construit. Un projet d'envergure nationale, synonyme de progrès, d'énergie et d'avenir. Pour Valbrume, était une condamnation à mort. Le village tout entier allait être englouti, sacrifié sur l'autel d'une modernité qui ne voulait rien savoir, de leur attachement à cette terre. Au cœur de cette communauté menacée se trouvait Élise Moreau. À 34 ans, elle était bien plus qu'une simple bibliothécaire. Elle était la gardienne de la mémoire de Valbrume. Sa bibliothèque n'était pas un simple dépôt de livres, mais un lieu de rencontre, un refuge où les histoires du monde côtoyaient les légendes locales. Élise connaissait chaque habitant, chaque famille, et savait recommander le livre qui apaiserait un chagrin, ou célébrerait une joie. D'une intelligence vive, et d'une intégrité sans faille, elle portait en elle un amour quasi sacré pour ce village, qu'il avait vu naître. Lorsque le projet du barrage fut annoncé, elle ne vit pas une opportunité de développement, mais une profanation. Son refus de partir n'était pas de l'inconscience, mais un acte de foi, la conviction profonde que certains lieux, certaines histoires, ne devaient jamais être effacées. Face à elle se dressait Arthur Lefebvre. Jeune ingénieur en chef du projet, il incarnait tout ce que Valbrume n'y était pas, l'ambition, la modernité, une confiance inébranlable dans la supériorité de la technique sur la tradition. Charismatique et éloquent, il parcourait le village, organisant des réunions publiques pour vanter les mérites du barrage. Il parlait de l'avenir radieux de la région, des emplois créés, de l'énergie propre qui alimenterait les villes. Pour lui, le sacrifice de Valbrume était un détail regrettable mais nécessaire, un dommage collatéral sur la route inarrêtable du progrès. Il promettait des compensations financières généreuses, des relogements dans des pavillons neufs et confortables. Il était le visage séduisant d'une destruction programmée, un homme qui ne doutait jamais, car il était convaincu de travailler pour le bien commun, ou du moins, c'est ce qu'il laissait paraître. L'annonce du barrage a brisé l'harmonie de Valbrume. Le village s'est fracturé en deux camps irréconciliables. D'un côté, ceux qui, résignés ou séduits par les promesses de Lefebvre, ont accepté l'indemnisation et ont commencé à emballer les souvenirs de toute une vie. Leurs maisons se vidaient lentement, leurs volets se fermaient un à un, transformant les rues animées en un décor fantomatique. De l'autre côté, un petit noyau de résistants, dont Élise Moreau était devenue la figure de proue involontaire. Ils organisaient des manifestations, écrivaient aux journaux, tentaient de faire appel de la décision. Mais leur lutte était inégale, le pot de terre contre le pot de fer. La tension était palpable à chaque coin de rue, les amitiés se brisaient, et un sentiment de deuil flottait dans l'air, alors même que le village était encore vivant. Était la chronique d'une mort annoncée, et chaque jour qui passait rapprochait Valbrume de sa fin. Les premières rencontres entre Élise Moreau et Arthur Lefebvre furent un choc des mondes. L'ingénieur, habitué à convaincre par la force de ses arguments techniques et son assurance,
a d'abord tenté de la rallier à sa cause. Il la voyait comme une leader d'opinion locale, et pensait qu'en la persuadant, il ferait taire les dernières oppositions. Il se rendit à la bibliothèque, lui expliquant les plans, les bénéfices écologiques et économiques du projet. Mais il trouva en Élise une interlocutrice bien plus redoutable que prévu. Elle ne se laissait pas impressionner par ses discours. Elle posait des questions précises, techniques, sur la solidité des fondations, sur les matériaux utilisés, sur la précipitation suspecte des travaux. Lefebvre, agacé par cette curiosité qu'il jugeait déplacée, commença à voir en elle non plus une simple idéaliste, mais un obstacle potentiel, une intelligence qui refusait de se laisser berner. À l'approche de la date fatidique de la mise en eau, le village S était presque entièrement vidé. Seule une poignée d'irréductibles restait, dont Élise. La version officielle, celle qui fut consignée dans les rapports de gendarmerie de l'Aile, Époque, est simple et tragique. Dans les derniers jours, alors que les engins de chantier se retiraient et que les vannes allaient être ouvertes, Élise Moreau a disparu. On a supposé qu'elle avait finalement cédé, fuyant au dernier moment sans prévenir personne, ou qu'elle avait été victime d'un accident, surprise par la montée rapide et inexorable des eaux. Sans corps à retrouver, et face à l'urgence de la situation, l'affaire fut rapidement classée. Sa disparition devint une note de bas de page dans la grande épopée de la construction du barrage, le destin mélancolique d'une femme qui était trop obstinée. Le progrès avait gagné, et le silence de l'eau avait recouvert les dernières questions. Pourtant, un homme n'a jamais cru à cette version. En 1968, le commissaire Martin N. était qu'un jeune gendarme affecté à la surveillance de L, évacuation de Valbrume. Il avait été l'un des derniers à parler à Élise, la pressant de quitter les lieux pour sa propre sécurité. Il se souvenait de son calme, de sa détermination, mais aussi d'une lueur d'inquiétude dans son regard, quelque chose qu'il n'avait pas su interpréter à l'époque. Il se rappelait surtout de l'arrogance d'Arthur Lefebvre, qui avait balayé d'un revers de main ses préoccupations concernant la sécurité de la bibliothécaire. La conclusion rapide de l'enquête l'avait toujours laissé avec un goût amer, le sentiment d'une justice bâclée, d'une vérité volontairement ignorée. Pendant 40 ans, ce doute l'a rongé, attendant patiemment le jour où le lac daignerait enfin livrer ses secrets. Ainsi, Valbrume est devenu une légende. Pour les habitants de la Nouvelle-Vallée, était le village englouti, un Atlantide local dont on racontait l'histoire aux enfants. Une histoire romancée, où le sacrifice de la communauté avait permis la prospérité de la région. Et au centre de cette légende, la figure presque mythique de Élise Moreau, la bibliothécaire martyre, morte pour ses livres et son amour de sa terre. C'est cette histoire que Léa Fournier avait entendue toute son enfance. Une tragédie familiale, empreinte d'une fierté triste. Une version des faits belle et poignante, mais qui servait surtout de linceul à une réalité bien plus sombre, et bien plus violente. Une réalité scellée dans un coffre-fort, attendant que la pire sécheresse du siècle vienne enfin la tirer de son sommeil aquatique, et forcer les vivants à regarder le passé en face. Le combat d'Élise Moreau pour Valbrume dépassait la simple nostalgie. Son esprit, aussi organisé que les fiches de sa bibliothèque, ne pouvait se contenter de slogans et de protestations. Elle sentait que quelque chose clochait dans la précipitation et l'assurance presque agressive d'Arthur Lefebvre. Poussée par une intuition tenace, elle a commencé sa propre enquête, silencieuse et méticuleuse. Elle a passé des soirées entières à la mairie, officiellement pour archiver les derniers documents de la commune, mais en réalité pour étudier les plans du barrage, les rapports géologiques, les appels d'offres. Elle, la femme de lettres, s'est plongée dans un monde de chiffres, de béton et de contraintes techniques, cherchant la faille, non pas dans le roc de la montagne, mais dans la logique du projet. Elle traitait ces documents techniques comme des manuscrits anciens, y cherchant une vérité cachée entre les lignes. Ce qu'elle découvrit dépassait ses pires craintes. Sur les plans détaillés des fondations, des annotations techniques semblaient anodines pour un œil non averti. Mais Élise, à force de comparaison et de lecture d'ouvrages spécialisés empruntés à Grenoble, a compris. Des spécifications de matériaux de qualité inférieure étaient substituées aux normes requises. Des calculs de résistance structurelle semblaient délibérément minimisés à des points névralgiques de l'ouvrage. Ce n'était pas une simple négligence ou une tentative de réduire les coûts à la marge. Était un sabotage méthodique, une faiblesse intégrée au cœur même du barrage. Une bombe à retardement conçue pour se fissurer, pour nécessiter des réparations coûteuses et prétendument imprévues quelques années seulement après sa mise en service. Le progrès que l'on vendait à la région était construit sur un mensonge mortel. La portée de sa découverte la glaça d'effroi. Ce était plus seulement l'histoire d'un village sacrifié, mais celle d'une menace pesant sur des milliers de vies en aval. En cas de rupture, même partielle, la vague déferlante raserait plusieurs communes, emportant tout sur son passage.
La cupidité d'un homme ou d'un groupe d'hommes mettait en péril toute une vallée. Cette connaissance transforma sa tristesse en une colère froide et déterminée. Hélène était plus la gardienne d'un passé condamné, mais la détentrice d'un secret qui pouvait sauver des vies futures. Le poids de cette responsabilité était immense, surtout dans ce village qui se vidait de jour en jour, la laissant de plus en plus seule face à un danger qu'elle était la seule à percevoir dans toute son ampleur. Chaque craquement dans sa maison vide lui semblait être l'aile, écho des futures fissures dans le béton. Armée de ses preuves techniques, Élise a creusé plus loin, s'intéressant cette fois aux aspects financiers. Dans les registres du commerce, elle a découvert qu'une entreprise de BTP, créée quelques mois plus tôt et à qui plusieurs contrats de sous-traitance avaient été attribués, était une société écran. En remontant le fil, elle a trouvé des liens indirects mais évidents avec Arthur Lefebvre. L'escroquerie se dessinait alors clairement. Saboter l'ouvrage pour obtenir, via sa propre entreprise, des contrats de réparation exorbitants, tout en déclenchant une clause d'assurance pour défaut de construction. Le chiffre de 500 000 francs, mentionné dans une annexe du contrat d'assurance, a confirmé ses soupçons. Était le prix de la trahison, la valeur que Lefebvre et ses complices accordaient à la sécurité de toute une région. La confrontation était inévitable. Élise a demandé à voir Arthur Lefebvre, prétextant vouloir discuter des derniers détails de l'évacuation de la bibliothèque. Elle l'a reçu dans son bureau, les plans annotés posés bien en évidence sur le bois sombre. D'abord charmant et condescendant, le visage de l'ingénieur s'est durci lorsqu'elle a exposé, calmement, point par point, les anomalies qu'elle avait relevées. Son assurance s'est fissurée, laissant place à une menace glaciale. Il n'a pas nié, il l'a regardée avec un mépris teinté de surprise face à sa perspicacité. Puis, il a prononcé les mots qui scellèrent son destin. Personne ne vous croira jamais. Vous, naine, êtes qu'une bibliothécaire sentimentale accrochée à ses ruines. Oubliez tout ça, pour votre bien. La porte s'est refermée sur cette menace, laissant Élise seule avec la certitude qu'elle venait de signer son arrêt de mort. Dès lors, la peur est devenue sa compagne de tous les instants. Le village vide, autrefois un havre de paix, s'est transformé en un piège angoissant. Chaque ombre, chaque bruit du vent dans les rues désertes, la faisait sursauter. Elle savait que Lefebvre ne pouvait pas se permettre de la laisser parler. Elle a commencé à consigner chaque détail de sa découverte et de sa confrontation dans son journal intime, non plus comme un récit de ses émotions, mais comme un témoignage, une dernière bouteille à la mer. Elle décrivait la corruption, le danger, et la peur qui lui serrait la gorge. Elle savait que ce carnet, ainsi que les plans annotés, étaient sa seule arme, mais aussi ce qui la condamnait. Elle devait les protéger à tout prix, les mettre en lieu sûr, un endroit où personne ne penserait à chercher. Le jeune gendarme Martin, chargé de superviser les dernières évacuations, a bien remarqué le changement chez Élise. Lors de sa dernière patrouille, il l'a trouvée plus pâle, plus tendue. Il a insisté pour qu'elle parte, lui parlant des risques de la montée des eaux. Elle l'a remercié d'un sourire triste, lui assurant qu'elle prendrait ses dispositions. Mais son regard fuyant et la manière dont elle scrutait la route lui ont laissé une impression de malaise. Il a croisé Arthur Lefebvre quittant le village peu après, le visage fermé, et a tenté de lui faire part de son inquiétude pour la bibliothécaire. L'ingénieur l'a balayé d'un geste impatient, affirmant que cette femme était têtue et qu'il n'avait pas de temps à perdre avec ses états d'âme. Cette arrogance a marqué le jeune gendarme, qui n'a jamais pu se défaire du sentiment que quelque chose de terrible se jouait dans le silence de Valbrume. Dans les 48 heures qui ont suivi, le destin du village a été scellé. Les dernières équipes techniques ont quitté les lieux, les routes d'accès ont été fermées, et les vannes du barrage ont été lentement ouvertes. L'eau a commencé son inexorable ascension, léchant d'abord les fondations des maisons les plus basses, puis grimpant le long des murs, s'infiltrant par les portes et les fenêtres. Elle a envahi les rues, la place du marché, le parvis de l'église, étouffant les derniers sons, effaçant les dernières traces de vie. Dans ce silence aquatique naissant, Élise Moreau a disparu. Pour le monde extérieur, elle était devenue la victime tragique de son propre entêtement. Mais dans le secret de son bureau, alors que l'eau montait, elle avait accompli son dernier acte de résistance, confiant la vérité à un gardien de fer, espérant qu'un jour, la sécheresse des cœurs laisserait place à la soif de justice. L'ouverture du coffre-fort eut lieu dans une salle sécurisée de la gendarmerie de Grenoble, loin du cirque médiatique qui campait encore sur les berges du lac. L'air était lourd de 40 ans d'attente. Autour de l'objet, Léa Fournier, le commissaire Martin à la retraite, et un serrurier spécialisé retenaient leur souffle. Le seul bruit était le grincement métallique des outils de l'artisan, un son chirurgical qui semblait disséquer le temps lui-même. Léa sentait son cœur battre au rythme des coups de maillet. Chaque seconde qui passait était une éternité.
Elle ne regardait pas seulement un coffre, elle faisait face à une sépulture, un mausolée de fer qui avait gardé le dernier souffle de sa grand-tante. La tension était si palpable qu'elle aurait pu la toucher, une membrane invisible séparant le présent d'une vérité qui avait refusé de se noyer. Enfin, avec un claquement sec et définitif, le mécanisme céda. La lourde porte d'acier pivota sur ses gonds rouillés, libérant une bouffée d'air vicié, une odeur de vase, de papier moisi, et de temps arrêté. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que le bruit des outils. Tous se penchèrent, leurs visages illuminés par la lumière crue du néon. L'intérieur N était pas rempli de richesses, mais d'un chaos organisé par l'eau et les années. Une fine couche de sédiments recouvrait tout, comme un linceul de poussière aquatique. Léa sentit une vague de tristesse la submerger. Était là, le contenu de la dernière heure Élise, un microcosme de sa vie et de sa lutte, conservé dans l'ambre d'un lac artificiel. Était plus intime et plus violent que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Le serrurier retira avec précaution la première couche d'objets. Étaient des effets personnels, ceux qu'on emporte dans une fuite ou qu'on garde près de soi face au danger. Il y avait une petite boîte en bois, contenant quelques lettres, dont l'encre avait pâli à devenir presque illisible, une plume d'oie, et une photographie dans un cadre d'argent terni. Sur le cliché jauni par l'eau, on devinait le visage souriant d'une femme et d'un homme devant la bibliothèque. Ses parents, sans doute. Léa prit le cadre dans ses mains gantées, le contact froid du métal lui envoyant un frisson. Ces objets rendaient Élise réelle, palpable. Elle était plus une figure mythique, mais une femme avec des attachements, des amours, une vie brutalement interrompue. Ces reliques étaient le cœur humain battant au centre du mystère. Sous ces souvenirs, protégés par une épaisse toile cirée qui avait remarquablement bien résisté, se trouvait une liasse de documents. Le commissaire Martin les sortit avec une infinie précaution, les déposant sur une table d'examen. Il s'agissait de plans d'architectes, de grands feuillets techniques couverts de calculs et de schémas complexes. Étaient les plans du barrage de Valbrume. Léa fronça les sourcils, perplexe. Pourquoi une bibliothécaire aurait-elle conservé les plans de l'instrument même de sa destruction? La question flotta dans l'air, changeant radicalement la nature de leur découverte. Ce était plus seulement un drame personnel. Cela devenait une affaire technique, une énigme d'ingénierie, qui n'avait rien à faire entre les mains d'une amoureuse des livres. Le coffre venait de livrer sa première véritable surprise, un fait brut et inexplicable. En dépliant délicatement l'un des plans, ils comprirent. Les marges étaient couvertes d'une écriture fine et nerveuse, celle Élise. Des paragraphes entiers étaient soulignés en rouge, des chiffres étaient entourés, et des annotations pointues remettaient en question la validité de certains calculs. Des termes comme résistance des matériaux, coefficient de sécurité insuffisant, et qualité du béton non conforme, sautaient aux yeux. Élise Moreau n'avait pas seulement lu des romans, elle avait étudié, analysé et disséqué ses plans avec la rigueur d'un expert. Elle avait mené sa propre contre-enquête. Les documents sous leurs yeux n'étaient pas une simple collection de papiers, mais un dossier d'accusation, la preuve méticuleusement assemblée d'une fraude, d'un sabotage. La vérité commençait à prendre une forme terrifiante. Alors qu'ils examinaient un autre rouleau de plans, Léa sentit quelque chose de rigide à l'intérieur de la toile cirée. Elle y glissa la main et en sortit un petit carnet à la couverture de cuir noir, déformé par l'humidité mais encore intact. Était son journal intime. Le cœur de Léa manqua un battement. Si les plans étaient la preuve factuelle, ce carnet était l'aile, âme du secret, la voix Élise enfin retrouvée. Le commissaire Martin la regarda, son visage grave trahissant l'importance de ce moment. 40 ans de doutes et de questions sans réponse étaient peut-être contenus dans ces pages. Avec des doigts tremblants, Léa ouvrit le journal à la dernière page écrite, là où le récit était arrêté net, au bord du silence. L'encre avait bavé par endroits. Mais les mots étaient encore lisibles, tracés d'une main pressée par la peur. La date était celle de la veille de sa disparition. « Je lui ai tout dit », écrivait Élise. « Je lui ai montré les plans, les preuves de sa trahison. Il n'a pas nié. Son regard, je n'avais jamais vu une telle froideur. Il a dit que personne ne me croirait jamais, que je était qu'une folle accrochée à ses ruines. Il m'a menacé. Il a dit qu'il reviendrait ce soir pour régler le problème, Keshinomen. J'ai peur. Je sais qu'il ne bluffe pas. Ce coffre est mon seul espoir. Si on lit ces lignes un jour, sachez que ce n'est pas l'eau qui m'a prise. » Le nom de l'homme qu'elle accusait était écrit en toutes lettres. Arthur Lefebvre. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Le nom de Lefebvre,
le grand ingénieur célébré, le bienfaiteur de la région, résonnait comme une déflagration. La version officielle de l'histoire venait de voler en éclats. Le journal N n'était pas seulement un témoignage. C était un testament, une accusation posthume d'une clarté glaçante. Élise Moreau n'avait pas été une victime accidentelle du progrès. Elle n'avait pas fui. Elle avait été assassinée. Assassinée parce qu'elle en savait trop. Elle avait été réduite au silence pour protéger un secret bien plus grand et bien plus sale que la simple construction d'un barrage. Léa referma le journal, le souffle coupé. La quête de vérité venait de se transformer en une chasse à l'homme. Le poids des derniers mots Élise s'est abattue sur la pièce avec la force d'une sentence. Léa Fournier sentit le sol se dérober sous ses pieds, le carnet tremblant entre ses doigts. La légende romantique de la bibliothécaire sacrifiée venait de se muer en un sordide rapport de meurtre. Pour le commissaire Martin, ce fut la confirmation brutale d'un doute qu'il avait rongé pendant 4 décennies. Son instinct de jeune gendarme n'avait pas menti. La silhouette arrogante d'Arthur Lefebvre, telle qu'elle était gravée dans sa mémoire, prit soudain les traits d'un prédateur. Ce N était plus une enquête sur une disparition, mais la résurrection d'un homicide. La voix Élise, conservée par miracle dans ce tombeau de fer, venait de désigner son assassin depuis l'autre côté du temps, transformant une quête historique en une impérieuse exigence de justice. Elle, émotion brute, laissa rapidement place à une détermination glaciale. Le lendemain, sur la base de ces nouvelles preuves accablantes, le procureur de la République de Grenoble a officiellement ordonné la réouverture de l'enquête sur la disparition d'Élise Moreau, requalifiée en homicide volontaire avec préméditation. Le journal intime et les plans annotés, autrefois simples reliques familiales, sont devenus les pièces à conviction numéro 1. Placés sous scellé, ils ont été confiés à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Léa, en tant que seule descendante directe, s'est constituée partie civile, passant du statut d'historienne à celui d'actrice principale d'un drame judiciaire qui s'annonçait complexe et éprouvant. La machine judiciaire, lente mais inexorable, s'est mise en marche, 40 ans après les faits. Le silence du lac avait enfin trouvé un écho dans les couloirs du palais de justice, et chaque page du journal Élise était désormais une arme pointée vers le passé. Pendant ce temps, à une centaine de kilomètres de là, dans une somptueuse villa surplombant le lac Léman, Arthur Lefebvre, âgé de 80 ans, menait une vie paisible et respectée. Chevalier de la Légion d'honneur, philanthrope généreux et figure incontournable du développement économique régional, son nom était synonyme de succès et d'intégrité. Personne n'aurait pu imaginer que ce patriarche à l'allure impeccable, dont les interviews sur le progrès et éthique étaient régulièrement citées dans la presse, puisse être le monstre froid et calculateur décrit dans le journal Élise. Sa fortune, bâtie sur des décennies de projets audacieux, et sa réputation, polie par des dons stratégiques à des œuvres caritatives, formaient une forteresse quasi imprenable. Il était l'incarnation vivante du décalage entre l'apparence publique et la noirceur d'un secret enfoui, sous des tonnes de béton et de respectabilité. La première étape cruciale de la nouvelle enquête a consisté à authentifier les documents. Léa a accompagné les enquêteurs chez le docteur Eva Lambert, une experte en graphologie et en analyse de documents anciens de renommée nationale. Dans son laboratoire aseptisé, où le temps semblait suspendu, les fragiles pages du journal et les grands feuillets des plans ont été manipulés avec une précaution quasi chirurgicale. Sous les microscopes et les lampes à ultraviolets, les secrets du papier et de l'encre ont commencé à parler. Les premières conclusions du docteur Lambert furent sans appel. L'écriture était bien celle d'Élise Moreau, sans la moindre trace de falsification, et les encres utilisées correspondaient parfaitement aux produits disponibles sur le marché en 1968. Chaque mot, chaque annotation, était un écho authentique de la main qui l'avait tracé juste avant de disparaître à jamais. Tandis que la science suivait son cours, Léa vivait dans un état de tension permanente. Les nuits étaient courtes, peuplées d'images du village fantôme, et du visage de cette grand-tante qu'elle n'avait jamais connue, mais dont elle portait désormais la voix. Elle passait des heures à relire les copies du journal, s'imprégnant de la peur grandissante d'Élise, de son isolement dans ce village qui se mourait, mais aussi de son courage inouï. Elle était plus une historienne analysant des sources. Elle était la confidente posthume d'une femme traquée. Cette intimité forcée par les circonstances était à la fois un fardeau et une source de force. Elle se sentait investie d'une mission sacrée. S'assurer que le dernier acte de résistance d'Élise ne soit pas vain, que sa mort ne reste pas une simple note de bas de page dans l'histoire triomphante du progrès. Le rapport final du docteur Lambert a apporté la révélation technique qui a fait basculer l'enquête. L'experte n'était pas contentée d'authentifier l'écriture.
Elle avait fait analyser les annotations techniques par un ingénieur en génie civil. Le verdict était stupéfiant. Les calculs d'Élise étaient d'une précision remarquable. Elle avait identifié une fraude systémique. Le remplacement délibéré du ciment de haute résistance par un mélange de qualité inférieure dans 3 piliers de fondation stratégique, ainsi que la falsification des tests de charge. Selon l'ingénieur, ce N n'était pas une simple mesure d'économie. C était un sabotage conçu pour créer des micro-fissures structurelles après 5 à 10 ans, rendant inévitables des travaux de réparation massifs et extrêmement coûteux. La bibliothécaire de Valbrume avait mis au jour une escroquerie d'une intelligence diabolique. Fort de ces éléments, le commissaire Martin était de nouveau entendu, cette fois officiellement. Ses souvenirs, autrefois considérés comme les doutes d'un jeune agent zélé, prenaient une importance capitale. Il a décrit avec une précision intacte l'arrogance de Lefebvre lors de leur dernière conversation, son mépris total pour la sécurité d'Élise, et une phrase qui l'avait marqué: « Cette femme ferait mieux de s'occuper de ses livres poussiéreux plutôt que de ce qui ne la regarde pas. » Martin se souvint également de rumeurs persistantes à l'époque, selon lesquelles la société de construction de Lefebvre était au bord de la faillite avant d'obtenir le contrat du barrage. Ces détails humains, combinés aux preuves scientifiques irréfutables, dessinaient un portrait cohérent et accablant de l'ingénieur, celui d'un homme aux abois, prêt à tout pour sauver sa carrière et sa fortune. Le dossier était désormais suffisamment solide pour passer à l'étape suivante. Les enquêteurs disposaient du mobile, dissimulaient une fraude massive et dangereuse, de la preuve matérielle, le journal et les plans annotés, et d'un témoignage direct, celui d'Élise, accusant Lefebvre. La stratégie était claire. Il fallait confronter le patriarche intouchable. Une demande de perquisition et de mise en examen était en préparation. Étau se resserrait lentement, mais sûrement autour d'Arthur Lefebvre. Après 40 ans d'un silence parfait, la vérité, exhumée de la boue, s'apprêtait à frapper à la porte de sa villa luxueuse. La question était plus de savoir si un crime avait été commis, mais de voir si son auteur, protégé par le temps et le pouvoir, allait enfin s'effondrer. L'onde de choc provoquée par les dernières lignes du journal d'Élise s'est propagée bien au-delà de la salle d'interrogatoire. L'enquête, désormais officiellement requalifiée en homicide, a pris une ampleur nouvelle. Il ne s'agissait plus de reconstituer les derniers jours d'une femme isolée, mais de démanteler une conspiration vieille de 40 ans. Les plans annotés et le carnet intime sont devenus les pierres angulaires d'un dossier d'instruction qui, épaississait de jour en jour. Les enquêteurs, une nouvelle génération de gendarmes de la section de recherche, se sont plongés dans cette affaire avec une ferveur décuplée, conscients de tenir entre leurs mains une vérité qui avait été délibérément noyée. Pour eux, comme pour Léa et le commissaire Martin, la question était plus de savoir si Arthur Lefebvre était coupable, mais de mesurer l'étendue de sa trahison et d'identifier ses complices. La première offensive s'est concentrée sur le nerf de la guerre, l'argent. Une équipe spécialisée dans la criminalité financière a été mobilisée pour exhumer les archives bancaires et commerciales de 1968. Était un travail de fourmi, une plongée dans des registres poussiéreux, des microfilms jaunis et des bilans comptables manuscrits. Les enquêteurs ont retracé méticuleusement le parcours financier d'Arthur Lefebvre dans les années qui ont précédé et suivi la construction du barrage. Loin de l'image de l'entrepreneur à succès, les archives ont révélé un homme aux abois. Des investissements hasardeux dans l'immobilier, des dettes de jeu considérables, et une société de BTP au bord de la faillite, dessinaient le portrait d'un homme acculé, prêt à tout pour échapper à la ruine. Le barrage de Valbrume n'était pas seulement un projet d'ingénierie, était sa seule et unique porte de sortie. La piste s'est précisée lorsqu'ils ont mis au jour l'existence d'une société de sous-traitance, Béton Alpin, qui avait obtenu un contrat très lucratif pour la fourniture des matériaux des fondations. Créée 6 mois seulement avant le début des travaux, cette entreprise était une coquille vide, une société écran classique. Son siège social était une simple boîte aux lettres dans une ruelle de Chambéry, et son gérant officiel, un certain Paul Dubois, était un lointain cousin de Lefebvre, agriculteur de son état et sans aucune expérience dans le BTP. Cet homme de paille était la première pièce tangible du puzzle, le premier maillon d'une chaîne de corruption qui commençait à se dessiner avec une clarté effrayante. Était la preuve que le sabotage n'était pas un acte impulsif, mais le fruit d'une planification méthodique et criminelle. Le nom de cette société fantôme a agi comme un révélateur. En croisant cette information avec les archives du chantier, les enquêteurs ont fait une découverte capitale. Quelques années seulement après la mise en service du barrage, des fissures imprévues étaient apparues sur les piliers mêmes que Élise avait identifiés dans ses notes. Et l'entreprise choisie pour effectuer les réparations d'urgence, pour un montant exorbitant,
était autre que béton alpin. La manœuvre était diabolique dans sa simplicité. Créer le problème, pour ensuite vendre la solution. L'escroquerie se déroulait exactement comme la bibliothécaire l'avait anticipé. Elle avait non seulement découvert le sabotage, mais elle avait aussi compris tout le schéma frauduleux qui se cachait derrière. Une vérité trop dangereuse pour qu'on la laisse vivre. Parallèlement, une autre équipe s'est penchée sur le contrat d'assurance du barrage. Ils ont retrouvé la police originale, un document épais et complexe. Et là, dans une annexe, ils ont trouvé la clause qui a fait bondir Léa et le commissaire Martin. Une indemnité de 500 000 francs, une somme colossale pour elle, époque, était prévue en cas de défaut de construction non imputable à l'ingénierie principale. Cette clause, inhabituelle et rédigée en des termes vagues, semblait taillée sur mesure pour le scénario qui, était déroulé. Le versement a bien eu lieu, 2 ans après la fin des travaux, à une société holding, dont les enquêteurs ont rapidement découvert qu'elle était le principal actionnaire de Béton Alpin. L'argent de la fraude avait été blanchi à travers un montage financier sophistiqué, conçu pour effacer les traces. Pendant que la gendarmerie suivait la piste de l'argent, Léa Fournier menait sa propre enquête, plus intime, plus humaine. Elle passait ses journées dans les archives départementales, épluchant les journaux locaux de l'Aile, Époque, les registres des états civils, les comptes rendus des conseils municipaux. Elle ne cherchait pas des preuves financières, mais des liens, des relations, des visages à mettre sur les noms qui apparaissaient dans le dossier. Elle voulait comprendre le tissu social de l'Aile, Époque, l'atmosphère qui régnait autour de ce projet de barrage pharaonique. Elle lisait les articles élogieux sur Arthur Lefebvre, le jeune ingénieur visionnaire, et sentait une nausée la gagner. Elle cherchait la faille humaine, le détail que les chiffres ne pouvaient pas révéler, la connexion qui expliquerait comment un homme avait pu en entraîner d'autres dans sa chute. Et elle l'a trouvé. Ce fut dans un entrefilet du Dauphiné libéré, daté de juin 1967, annonçant le mariage de la sœur d'Arthur Lefebvre. Le nom de son époux lui a glacé le sang. Jean-Claude Perrin. Un nom qui figurait au bas de la police d'assurance du barrage. Une vérification rapide dans les archives de la compagnie d'assurance a confirmé ses pires soupçons. En 1968, Jean-Claude Perrin N. n'était pas un simple employé. Il était le directeur régional de la compagnie, l'homme même qui avait validé et signé la fameuse clause des 500 000 francs. L'affaire N. était plus une escroquerie menée par un homme seul. C. était une conspiration familiale, un pacte scellé par les liens du sang et de la cupidité. Le beau-frère avait fourni l'arme financière, et Lefebvre avait appuyé sur la gâchette. Cette révélation a fait l'effet d'une bombe au sein de L, équipe d'enquête. La portée du crime venait de étendre de manière exponentielle. Ce N était plus l'histoire d'un meurtre, pour couvrir une fraude, mais celle d'un réseau organisé qui avait infiltré les institutions pour servir ses propres intérêts. Le silence qui avait entouré la disparition d'Élise N. était pas seulement dû à l'indifférence ou à une enquête bâclée. Il avait été activement entretenu. Des gens haut placés avaient tout intérêt à ce que la vérité reste au fond du lac. La respectabilité d'Arthur Lefebvre N. était pas seulement une façade personnelle. C. était le bouclier qui protégeait toute une organisation criminelle, un système de corruption dont le barrage de Valbrume N. était probablement que la partie émergée de l'iceberg. L'ampleur du danger que Élise avait découvert est alors apparue dans toute son horreur. Elle ne s'y était pas seulement opposée à un ingénieur véreux, elle avait défié un système. Sa mort N. était pas un simple homicide, mais un assassinat destiné à préserver les fondations d'un empire bâti sur le mensonge. La menace qu'elle représentait était systémique. Si elle avait parlé, ce n'est pas seulement Lefebvre qui tombait, mais aussi son beau-frère, la compagnie d'assurance, et potentiellement d'autres personnalités politiques ou économiques locales qui avaient fermé les yeux ou profité du système. Léa a compris pourquoi sa grand-tante avait été éliminée avec une telle froideur. Elle était sur le point de faire s'effondrer un château de cartes bien plus grand et bien plus fragile qu'il n'y paraissait. L'enquête a alors atteint un point de non-retour. Les preuves étaient accablantes, le mobile était clair, et le réseau de complicité commençait à se dessiner. Les enquêteurs savaient qu'ils ne pouvaient plus se contenter de faire tomber un vieil homme. Ils devaient démanteler tout le réseau, remonter chaque fil de la conspiration. Les enjeux étaient désormais immenses. Ils s'attaquaient à des notables, à des familles puissantes qui, pendant 40 ans, avaient prospéré sur les ruines de Valbrume, et le silence imposé à Élise Moreau. La confrontation avec Arthur Lefebvre n'allait pas être la fin de l'enquête, mais le début d'une bataille judiciaire et médiatique, qui s'annonçait féroce. La dernière pièce du puzzle avant l'assaut final est venue d'un expert en génie civil, qui a réexaminé les plans du barrage à la lumière des nouvelles découvertes. Sa conclusion était terrifiante.
Le sabotage, bien que conçu pour des raisons financières, avait créé une faiblesse structurelle bien réelle. Avec le temps et le vieillissement des matériaux, le risque d'une rupture catastrophique du barrage N était pas nul. Des milliers de vies dans la vallée en aval avaient été, et étaient peut-être encore, suspendus à un calcul cynique fait 40 ans plus tôt. Le crime d'Arthur Lefèvre et de ses complices N était pas seulement un meurtre et une escroquerie. Était une mise en danger délibérée de la vie d'autrui à une échelle inimaginable. La vérité devait éclater, non seulement pour Élise, mais pour tous ceux qui vivaient sous la menace silencieuse de ce monstre de béton. L'arrestation d'Arthur Lefèvre N était plus qu'une question de temps, mais les enquêteurs savaient que pour faire tomber une forteresse, il fallait d'abord en saper toutes les fondations. La révélation du rôle de son beau-frère, Jean-Claude Perrin, a ouvert une nouvelle brèche, transformant une enquête pour meurtre en une investigation sur un réseau de criminalité en col blanc. Le nom de Perrin est devenu la nouvelle priorité. Avant de s'attaquer au patriarche, il fallait faire tomber ses lieutenants, isoler le roi en capturant ses pièces maîtresses. La stratégie était claire. Remonter la chaîne de complicité, pièce par pièce, jusqu'à ce que Lefèvre se retrouve seul, dépouillé de ses alliances et de son aura d'intouchable. La chasse ne visait plus un seul homme, mais un système entier bâti sur un crime originel. Jean-Claude Perrin, aujourd'hui un septuagénaire affable vivant une retraite dorée sur la Côte d'Azur, fut le premier à recevoir la visite des gendarmes. Il les accueillit, avec la surprise polie d'un homme qui n'a rien à se reprocher, convaincu que 40 ans de silence valaient prescription pour les péchés de jeunesse. Il a d'abord nié en bloc, parlant d'une simple procédure d'assurance standard pour un projet de cette envergure. Mais son assurance s'est effritée lorsque les enquêteurs ont posé sur la table une copie de la police d'assurance avec sa signature bien visible, à côté de l'acte de mariage de sa sœur avec Arthur Lefèvre. Le piège de la mémoire se refermait sur lui. Les liens du sang qui avaient scellé le pacte de la cupidité devenaient les maillons de la chaîne qui l'emprisonnerait. Placé en garde à vue, confronté aux preuves irréfutables de son implication, Perrin s'est effondré. Sa confession, bien que calculée pour minimiser son propre rôle, fut dévastatrice pour son beau-frère. Il a admis avoir rédigé la clause d'assurance sur mesure, la présentant comme une faveur familiale, pour aider Arthur, alors, en grande difficulté financière. Il a juré ne rien savoir des intentions meurtrières de Lefèvre, se peignant en simple complice d'une escroquerie, pas d'un assassinat. Mais en tentant de se sauver, il a livré un détail crucial. Pour que le montage fonctionne, il avait fallu obtenir des validations politiques. Il a lâché un nom, celui de Gérard Dubois, un conseiller municipal influent de l'Aile, époque, qui avait reçu de généreuses commissions de consultants, pour s'assurer que personne ne pose de questions gênantes sur le chantier. Ce nouveau nom a fait l'effet d'une déflagration, élargissant encore le cercle de la conspiration. L'enquête a pris une dimension politique. Les archives municipales, jusqu'alors négligées, sont devenues une mine d'or. Les enquêteurs y ont découvert les procès-verbaux des conseils de l'Aile, époque, où Gérard Dubois, effectivement, balayait d'un revers de main les rares inquiétudes émises par des agriculteurs sur la rapidité des travaux, vantant le génie visionnaire d'Arthur Lefèvre. Dans les archives financières, ils ont trouvé la trace de plusieurs versements effectués par une société de conseil appartenant à Dubois, alimentés directement par des fonds provenant de béton alpin. La corruption était systémique, étendant du béton des fondations, jusqu'au couloir de la mairie. Valbrume n'avait pas seulement été noyé sous l'eau, mais aussi sous un flot d'argent sale. Pour Léa Fournier, chaque nouvelle révélation était un coup de poignard. La quête de justice pour sa grand-tante se transformait en une plongée écœurante dans les abysses de la nature humaine. Elle réalisait que le meurtre d'Élise N n'était pas un acte isolé, mais la clé de voûte d'un édifice de mensonges et de corruption qui avait permis à toute une élite locale de prospérer. Sa tristesse initiale s'est muée en une colère froide. Elle se sentait investie d'une responsabilité qui la dépassait. Elle était plus seulement la voix d'Élise, mais celle de tous les habitants de Valbrume, trahis et sacrifiés sur l'autel non pas du progrès, mais de la cupidité d'une poignée d'hommes. Sa détermination s'en trouva décuplée. Elle irait jusqu'au bout, pour eux tous. Alors que les preuves de la conspiration s'accumulaient, une question lancinante demeurait. Où était le corps d'Élise Moreau? Le journal fournissait l'accusation, mais sans preuve matérielle du crime, la défense de Lefèvre pourrait toujours plaider la disparition volontaire ou l'accident. Guidé par la dernière phrase du carnet, il revient ce soir. Les enquêteurs ont obtenu l'autorisation de mener des fouilles approfondies dans les ruines de la bibliothèque. Une équipe de l'identification criminelle, accompagnée d'archéologues, est retournée sur les lieux. Le village fantôme,
jusque-là un site de curiosité morbide, est devenu une scène de crime active, où chaque centimètre de boue séchée pouvait receler la clé finale de l'aile, énigme. Les fouilles ont duré plusieurs jours. Dans une atmosphère pesante, le soleil de plomb faisait craqueler la terre, rendant le travail pénible. Les techniciens en combinaison blanche évoluaient en silence dans le squelette du bâtiment, un contraste saisissant entre la technologie moderne et la désolation du passé. Ils ont d'abord sondé le sol du bureau d'Élise, puis les murs, sans succès. Le découragement commençait à poindre. Puis, un des archéologues, en examinant la structure du bâtiment, a remarqué une anomalie dans le cellier attenant au bureau. Un mur de briques plus récent, dont le mortier semblait différent de celui du reste de la construction. Un mur qui n'avait aucune raison d'être là. Le cœur battant, ils ont commencé à démanteler le mur, brique par brique. Derrière se trouvait une petite cavité, à peine assez grande pour un homme. Et à l'intérieur, ce qu'ils redoutaient et espéraient à la fois. Un squelette humain, remarquablement conservé par la boue et l'absence d'oxygène. Les ossements étaient fragiles, teintés par les sédiments, mais la silhouette était indubitablement celle d'une femme de taille moyenne. Près du crâne, un petit objet a brillé sous la lumière des torches. Un médaillon en argent, terni, mais intact. Léa, présente sur les lieux, l'a immédiatement reconnu. Était le même que celui que portait Élise sur la vieille photographie retrouvée dans le coffre-fort. Le silence qui a suivi fut brisé par les sanglots étouffés de la jeune historienne. L'analyse médico-légale a confirmé ce que tout le monde savait déjà. Les restes étaient bien ceux d'Élise Moreau. L'examen du crâne a révélé une fracture nette à l'arrière, causée par un coup violent porté avec un objet contondant. La cause de la mort était ni la noyade, ni un accident. Était un meurtre, brutal et sans équivoque. Élise avait été tuée dans sa bibliothèque, puis emmurée à la hâte dans son propre cellier, quelques heures seulement, avant que les eaux ne montent pour sceller sa tombe, et le secret de son assassin. La vérité dans toute son horreur était enfin exhumée. La voix du journal avait trouvé son écho dans la violence silencieuse des eaux. Avec la découverte du corps, le dossier était complet, blindé, irréfutable. Les enquêteurs disposaient désormais du mobile, la dissimulation de la fraude et de la conspiration, de l'arme du crime, implicite mais évidente, du témoignage posthume de la victime, des aveux des complices, et, enfin, de la preuve matérielle de l'homicide. La forteresse d'Arthur Lefèvre n'avait plus de rempart. Chaque mensonge, chaque complicité, chaque brique de sa respectabilité avait été arrachée, le laissant nu face à son crime. Elle, et Toès, étaient refermés. Il ne restait plus que, à lancer l'assaut final, à aller cueillir le vieil homme dans sa villa luxueuse, pour le confronter à un fantôme de boue et de justice, qui avait attendu 40 ans pour venir le hanter. Le procureur a signé le mandat d'arrêt. Tôt le lendemain matin, un convoi de véhicules de la gendarmerie a quitté Grenoble, traversant les Alpes en direction du lac Léman. Chaque kilomètre parcouru était un pas de plus vers la résolution d'une injustice vieille de 4 décennies. Dans l'une des voitures, Léa Fournier, le visage grave, accompagnait le commissaire Martin. Pour elle, ce thème n'était pas la fin, mais l'accomplissement d'une promesse faite à une femme qu'elle n'avait jamais connue, sur la berge d'un lac qui avait trop longtemps gardé le silence. L'aube se levait à peine, jetant une lumière rose sur les sommets enneigés. Était l'aube d'un nouveau jour, celui où Arthur Lefèvre allait enfin payer sa dette. La villa d'Arthur Lefèvre se dressait face au lac Léman, un chef-d'œuvre d'architecture moderne, dont les baies vitrées semblaient aspirer le paysage. Le convoi de la gendarmerie s'arrêta devant le portail en fer forgé, le crissement des pneus sur le gravier étant le seul son à troubler la quiétude matinale. L'air était frais, imprégné du parfum des pins et de la lavande du jardin impeccablement entretenu. Pour Léa, ce lieu de paix et de luxe était une insulte. Était une forteresse bâtie sur un crime, un sanctuaire financé par le silence qui avait englouti sa grand-tante. Chaque détail opulent, du marbre de l'allée à la perfection des rosiers, semblait crier l'arrogance d'un homme, qui se croyait au-dessus de tout, y compris de la justice et du temps. Le contraste entre cette sérénité affichée et la violence de leur mission était saisissant, une dissonance qui rendait l'instant encore plus lourd et électrique. La sonnette retentit, un carillon doux et mélodieux qui détonnait avec la gravité de la situation. Une femme de ménage en uniforme sobre ouvrit la porte, le visage impassible, habituée à filtrer les visiteurs d'un monde qui, n'était pas le sien. Derrière elle, l'intérieur de la villa se dévoilait. Un espace immense et lumineux, décoré d'œuvres d'art contemporain et de meubles design. Un grand escalier en colimaçon montait vers les étages, telle une sculpture au centre de la pièce. Le silence était celui d'un musée, froid et impersonnel. Le commissaire Martin, à la tête du groupe, déclina son identité avec une sobriété toute militaire. La femme de ménage ne laissa transparaître aucune émotion,
se contentant de les faire entrer dans le vaste salon avant de disparaître pour annoncer leur présence. Ils attendaient immobiles des ombres sombres dans ce temple de la lumière et de la richesse. Arthur Lefèvre descendit l'escalier, non pas avec la fragilité d'un homme de son âge, mais avec une lenteur calculée, une autorité qui n'avait pas besoin de se presser. Il était vêtu d'un pantalon de flanelle et d'un cachemire gris, gale, élégance discrète, de ceux pour qui l'argent n'est plus un sujet. Son visage, bien que marqué par les années, conservait des traits fins, et une expression de contrôle absolu. Ses yeux, d'un bleu pâle et perçant, balayèrent le groupe de gendarmes avec une pointe d'agacement, avant de se poser sur Léa avec une curiosité froide. Il ne dégageait aucune crainte, seulement l'impatience d'un homme puissant dérangé dans sa routine. « Messieurs, dit-il d'une voix qui avait dû, autrefois, commander des centaines d'hommes. J'espère que la raison de cette intrusion matinale est à la hauteur du dérangement. » Le lieutenant en charge de l'opération s'avança, le mandat à la main. « Arthur Lefèvre, je suis ici pour vous notifier votre mise en examen et procéder à votre arrestation pour l'homicide volontaire avec préméditation d', Élise Moreau, commis à Valbrume en 1968. » Le nom d', Élise, prononcé à voix haute dans ce salon immaculé, eut l'effet d'une déflagration silencieuse. Pour la première fois, une fissure apparut dans l'armure de l'ingénieur. Ce ne fut qu'un battement de cils, un imperceptible raidissement de la nuque, mais pour Léa, qui l'observait avec une intensité dévorante, était un aveu. Le Passéen n'était pas mort. Il venait de frapper à sa porte, avec le visage d'une jeune historienne et le poids de la loi. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle parole, un abîme de 40 ans qui s'ouvrait sous leurs pieds. L'arrogance revint presque aussitôt, tel un réflexe de survie. Un petit rire sec, teinté de mépris, échappa des lèvres de Lefèvre. « Élise Moreau ? Vous plaisantez, j'espère. Cette pauvre femme. Sa disparition fut une tragédie, un accident déplorable. Elle était obstinée, refusait de voir la réalité du progrès. Remuer ces vieilles histoires est absurde. Vous n'avez rien, c'est une erreur grotesque. » Il se tourna vers son avocat, déjà au téléphone, comme si la simple présence des gendarmes était une formalité administrative qu'il allait balayer d'un coup de fil. Il tentait de reprendre le contrôle, de réduire le drame à une anecdote, de transformer la victime en une folle, et ses accusateurs en bureaucrates zélés. Il jouait la dernière carte qui lui restait, le déni, appuyé par une vie entière de respectabilité et de pouvoir. C'est alors que son regard se posa de nouveau sur Léa, avec plus d'insistance cette fois. « Et vous, mademoiselle ? Qui êtes-vous pour venir me hanter avec les fantômes du passé ?» La question était agressive, destinée à l'intimider. Mais Léa soutint son regard, sans scier. « Je suis Léa Fournier, la petite nièce d'Élise Moreau. » Ces simples mots changèrent la dynamique de la pièce. Elle, n'était pas une simple civile accompagnant la police. Elle était l'héritage vivant de sa victime, le lien de sang qui refusait de se briser. Pour Lefèvre, ce fut un choc visible. Il voyait dans ses yeux non seulement la jeunesse et la détermination, mais aussi un reflet lointain, une lueur familière de cette intelligence et de cette intégrité qu'il avait cru éteindre à jamais 40 ans plus tôt. Le fantôme avait désormais un visage, et il lui ressemblait. Le lieutenant posa une mallette sur la table basse en verre et l'ouvrit. Il en sortit un objet enveloppé dans un sac plastique scellé, le petit carnet à la couverture de cuir noir, déformé par l'eau. « Nous avons retrouvé son journal, monsieur Lefèvre. Le coffre-fort a parlé. » La vue du carnet fit reculer l'ingénieur d'un pas. Cet objet, qu'il avait sans doute cherché frénétiquement dans les dernières heures de Valbrume, était là, sur sa table, un témoin miraculé des profondeurs. Son visage se décomposa. La couleur quitta ses joues. Le journal n'était pas une preuve abstraite. Était la voix d'Élise, sa conscience, son dernier souffle couché sur le papier. Lefèvre le regardait comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux, prêt à le mordre, à travers les décennies. Son assurance était évaporée, remplacée par une peur primale et palpable. « Permettez-moi de vous lire la dernière page, » continua le lieutenant d'une voix neutre, qui rendait les mots encore plus tranchants. Il lut lentement, chaque syllabe résonnant dans le silence glacial du salon. « Il m'a menacé. Il a dit qu'il reviendrait ce soir pour régler le problème, Vinci. J'ai peur. Si on lit ces lignes un jour, sachez que ce n'est pas l'eau qui m'a prise. » La lecture achevée, le lieutenant releva les yeux vers Lefèvre. Le vieil homme semblait avoir vieilli de 20 ans en quelques secondes. Il respirait difficilement, sa main cherchant à tâtons l'appui d'un fauteuil. Les mots Élise, lus à voix haute, avaient abattu les murs de sa forteresse intérieure. Ils n'étaient plus une accusation, mais une sentence, prononcée par un spectre revenu d'entre les morts. « Votre beau-frère, Jean-Claude Perrin, a tout avoué, » enchaîna le lieutenant, sans lui laisser le temps de reprendre son souffle.
L'escroquerie à l'assurance, la société écran, béton alpin, la corruption du conseiller municipal du bois, nous avons tout. Chaque pièce du puzzle. Votre empire, monsieur Lefebvre, est bâti sur les fondations que vous avez vous-même sabotées. Et sur le corps d'une femme qui en savait trop. Chaque nom, chaque fait était un clou enfoncé dans le cercueil de ses mensonges. La conspiration, qui lui avait servi de bouclier pendant si longtemps, devenait une cage qui se refermait sur lui. Il était seul, trahi par ceux qui avaient partagé son secret, abandonné face à une vérité aussi solide que le béton qu'il aurait dû utiliser. Puis vint le coup de grâce, asséné par le commissaire Martin, qui n'avait pas dit un mot jusqu'alors. Sa voix était basse, chargée du poids de 40 ans de doute. Nous avons retrouvé son corps, Arthur, exactement là où vous l'aviez laissé, emmuré dans le cellier de la bibliothèque. L'autopsie est formelle, une fracture du crâne. Ce N était pas l'eau, C était vous. Cette dernière révélation, ce détail macabre et précis, anéantit les dernières défenses de Lefebvre. L'image de la scène de crime, qu'il avait dû revivre 1000 fois dans ses cauchemars, venait de lui être jetée au visage. Il n'y avait plus de échappatoire, plus de déni possible. La science et la bouesse étaient liguées pour le confondre. Un son étranglé échappa de sa gorge, un mélange de rage et de désespoir. Son corps fut secoué d'un tremblement incontrôlable. Le grand Arthur Lefebvre, le pionnier, le philanthrope, s'effondra dans le fauteuil, le visage entre les mains. Le masque de respectabilité tomba, révélant non pas un monstre calculateur, mais un vieil homme pitoyable et terrifié, écrasé par le poids d'un crime qui avait fini par le rattraper. Il ne pleurait pas de remords, mais de défaite. La chute était totale, humiliante, se déroulant sous les yeux de la descendante de celle qu'il avait tuée. Le silence du lac avait trouvé son terme dans le sanglot rauque d'un assassin démasqué. Dans un murmure à peine audible, il laissa échapper les mots qui signèrent sa condamnation définitive. Cette fouineuse, elle n'aurait jamais dû s'occuper de ce qui ne la regardait pas. Elle a tout gâché. Il ne niait plus. Il justifiait. Dans un dernier sursaut d'orgueil, il blâmait sa victime, révélant la noirceur intacte de son âme. Pour lui, le seul crime d'Élise avait été de découvrir le sien. Ces mots, prononcés non pas aux gendarmes, mais à lui-même, étaient le véritable aveu, la reconnaissance glaçante, qu'il avait sciemment sacrifié une vie humaine, pour protéger sa fortune et son ambition. Léa sentit une vague de dégoût la submerger, mais aussi un étrange apaisement. La vérité était là, laide et brutale. Le bruit sec des menottes, se refermant sur les poignets d'Arthur Lefebvre, résonna dans le salon luxueux comme le point final d'une longue histoire. Le geste était presque délicat, mais sa signification était irréversible. L'homme qui avait bâti un empire, qui avait déplacé des montagnes et noyé un village, était désormais un simple prisonnier, sa puissance réduite au cliquetis de l'acier. Alors qu'on l'emmenait, il passa devant Léa le regard vide. Elle ne ressentit ni haine, ni triomphe. Seulement une immense et profonde tristesse pour la vie volée à sa grand-tante, et pour ce village dont la mémoire venait enfin être honorée. La justice avait été rendue, non pas dans un éclat de vengeance, mais dans le silence pesant d'une aube d'automne, sur les rives d'un lac qui pouvait enfin se reposer en paix. Le procès d'Arthur Lefebvre s'est ouvert au début du printemps 2009, 41 ans après les faits, dans le palais de justice de Grenoble. Événement a attiré une attention médiatique nationale, transformant une vieille affaire locale en un symbole de la justice différée mais implacable. Dans le box des accusés, l'homme de 80 ans, frêle et voûté, était plus que l'ombre du titan de l'industrie qu'il avait été. Son visage, autrefois synonyme de progrès et de vision, était devenu le masque impénétrable d'un passé criminel. Face à lui, au premier rang du public, se tenaient Léa Fournier et le commissaire Martin à la retraite. Elle, la descendante qui avait porté la voix de la victime. Lui, le témoin silencieux dont les doutes avaient enfin trouvé une validation. Leur présence silencieuse mais pesante formait un pont entre les générations, unis par une même soif de vérité, dans l'acte final de ce drame, qui avait attendu près d'un demi-siècle pour être joué. L'accusation a méthodiquement déroulé le fil de l'histoire, transformant la quête de Léa en un réquisitoire implacable. Chaque pièce du puzzle a été présentée avec une logique froide et irréfutable. D'abord, la découverte du coffre-fort, cette capsule temporelle exhumée de la vase. Puis, la lecture poignante des dernières pages du journal d'Élise, dont les mots ont résonné dans un silence de cathédrale, donnant vie à la peur et au courage de la victime. Les plans annotés ont suivi, décryptés par des experts qui ont exposé la fraude technique avec une clarté dévastatrice. L'enquête financière a ensuite mis à nu la cupidité du mobile, reliant la société écran et l'escroquerie à l'assurance directement à Lefebvre et ses complices.
Enfin les photographies de la scène de crime, le mur de briques hâtivement monté et les restes d'Élise ont apporté la preuve matérielle et brutale de l'homicide, scellant le destin de l'accusé. La défense d'Arthur Lefebvre, menée par un ténor du barreau parisien, a tenté de dépeindre l'ensemble des preuves comme une construction narrative malveillante. Ils ont présenté Élise Moreau comme une femme dépressive, isolée et obsédée par la perte de son village, suggérant que son journal était le fruit d'une imagination paranoïaque. Selon eux, sa mort était un tragique accident, une chute dans le chaos des derniers jours, et son corps emmuré par un effondrement de la structure. Les arrangements financiers ont été qualifiés de « pratiques commerciales audacieuses », typiques de l'époque, et non d'une conspiration. Lefebvre a été dépeint comme un bouc émissaire, un grand homme dont la réputation était sacrifiée sur l'autel d'une vendetta familiale tardive. Ils ont plaidé l'absence de témoins directs et la fragilité de preuves vieilles de 40 ans, espérant instiller le doute là où l'accusation avait bâti des certitudes. Le témoignage de Jean-Claude Perrin, l'ancien directeur de la compagnie d'assurance et beau-frère de l'accusé, a été un tournant décisif du procès. Venu à la barre en tant que témoin de l'accusation, en échange d'une peine réduite, son récit a torpillé la ligne de défense. D'une voix faible mais ferme, il a détaillé le montage de l'escroquerie, expliquant comment Lefebvre, acculé par les dettes, l'avait convaincu de rédiger la clause sur mesure qui garantirait leur fortune. Il a décrit la panique de son beau-frère lorsqu'il a appris qu'Élise Moreau avait découvert la supercherie en analysant les plans. Il a rapporté des paroles glaçantes de Lefebvre, qui aurait qualifié la bibliothécaire de menace à neutraliser. Bien qu'il ait nié toute connaissance du projet de meurtre, son témoignage a solidifié le mobile avec une précision accablante, transformant les accusations du journal en une réalité tangible. L'expertise médico-légale a apporté le coup de grâce scientifique. L'anthropologue judiciaire qui avait examiné le squelette d'Élise a présenté ses conclusions avec une clarté clinique. La fracture observée à l'arrière du crâne présentait des caractéristiques incompatibles avec une chute accidentelle. La netteté de la fracture, sa localisation précise, et l'absence d'autres lésions typiques d'une chute, indiquaient un impact unique, violent et intentionnel, porté par un objet lourd et contondant. L'expert a utilisé des modélisations 3D pour démontrer comment le coup avait été porté par derrière, alors que la victime ne s'y attendait probablement pas. Cette démonstration factuelle a anéanti la théorie de l'accident, ne laissant aucune place au doute raisonnable. Le silence des os, interprété par la science, criait le meurtre, confirmant la version des faits écrite par Élise quelques heures avant sa mort. Après des semaines de débats intenses, le jury s'est retiré pour délibérer. L'attente fut courte. À leur retour, le silence dans la salle d'audience était absolu. Le président de la Cour a lu le verdict d'une voix solennelle. Arthur Lefebvre a été déclaré coupable d'homicide volontaire avec préméditation et d'escroquerie en bande organisée. Un murmure a parcouru la salle, rapidement étouffé. Lefebvre est resté impassible, son visage une statue de cire, comme si la sentence concernait un autre homme. À ses côtés, Léa Fournier a fermé les yeux, laissant couler des larmes silencieuses, non pas de joie, mais d'un soulagement immense et douloureux. Le commissaire Martin a posé une main réconfortante sur son épaule, son propre visage marqué par une émotion grave. La justice, après une longue errance de 40 ans, avait enfin trouvé son chemin jusqu'à Valbrume. La sentence est tombée comme un coup près. Compte tenu de la gravité exceptionnelle des faits, de la préméditation et de l'abus de confiance, mais aussi de son âge avancé, Arthur Lefebvre a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Dans son allocution, le juge a souligné que ce verdict ne concernait pas seulement le meurtre d'une femme, mais aussi la trahison d'une communauté entière, et la mise en danger délibérée de milliers de vies pour un profit personnel. Il a rendu un hommage appuyé au courage d'Élise Moreau, une sentinelle de la conscience civique dont la voix, bien que réduite au silence, a fini par triompher. La condamnation n'était pas seulement une punition, était la réaffirmation que nul, quelle que soit sa puissance ou sa fortune, ne peut échapper indéfiniment aux conséquences de ses actes. Lefebvre a été emmené, terminant sa vie non pas dans le luxe de sa villa, mais dans la solitude d'une cellule. Les complices n'ont pas échappé à la justice. Jean-Claude Perrin, pour sa coopération, a écopé d'une peine de 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour son rôle dans l'escroquerie. L'enquête a également permis de remonter jusqu'à d'autres acteurs de la conspiration, notamment les héritiers du conseiller municipal Gérard Dubois, qui ont été contraints de rembourser les sommes perçues illégalement par leur aïeul. La société Béton Alpin a été dissoute et ses actifs liquidés. Le procès a eu un effet domino, purgeant la région d'un réseau de corruption qui avait prospéré dans l'ombre pendant des décennies.
La chute de Lefebvre n'a pas été celle d'un homme seul, mais celle de tout un système fondé sur le secret et la cupidité, un système dont Élise Moreau avait été la première à déceler les fissures. L'une des conséquences les plus directes et les plus importantes du procès fut l'impact sur le barrage lui-même. Les révélations sur le sabotage structurel ont provoqué une onde de choc au sein du ministère de l'Écologie et de l'Énergie. Une commission d'experts indépendants a été immédiatement mandatée pour réaliser un audit complet de la solidité de l'ouvrage. Des travaux de consolidation majeurs, coûtant plusieurs millions d'euros, ont été entrepris en urgence pour renforcer les fondations défectueuses. La population de la vallée en aval a pris conscience avec effroi du danger mortel sous lequel elle avait vécu pendant 40 ans. En conséquence, une nouvelle législation, surnommée loi Valbrume, a été votée, imposant des contrôles de sécurité et de transparence beaucoup plus stricts sur tous les grands ouvrages publics en France, transformant la tragédie en un héritage durable pour la sécurité nationale. Quelques mois après la fin du procès, Léa Fournier est retournée seule sur les rives du lac de Valbrume. L'eau avait commencé à remonter, recouvrant lentement les ruines, mais le paysage n'était plus le même à ses yeux. Ce était plus un lieu de mystère et de deuil, mais un lieu de mémoire et de justice accomplie. Sa quête, commencée comme une recherche historique, l'avait transformée. Elle avait trouvé bien plus que la vérité sur un crime. Elle avait découvert une partie d'elle-même, une force, et une détermination qu'elle ne se connaissait pas. En regardant l'eau apaisée, elle ressentit une connexion profonde avec cette grand-tante qu'elle n'avait jamais rencontrée. Elle avait tenu sa promesse. Elle avait rendu sa voix à Élise, et ce faisant, elle avait trouvé la sienne. La paix qu'elle ressentait n'était pas un oubli, mais une résolution, la fin d'un chapitre qui avait lié son destin à celui du village englouti. Une cérémonie officielle a été organisée, été suivant pour réhabiliter la mémoire d'Élise Moreau. En présence des descendants des familles de Valbrume, une stèle commémorative a été inaugurée sur un promontoire surplombant le lac. La plaque de bronze ne portait pas seulement son nom et ses dates, mais aussi une inscription. À Élise Moreau, gardienne de la mémoire de Valbrume, dont le courage a fait triompher la vérité sur le silence. Son histoire a été officiellement réécrite. Elle était plus la victime excentrique d'un progrès inéluctable, mais une héroïne civique, une martyre de la lutte contre la corruption. Pour la première fois depuis 40 ans, les anciens habitants et leurs enfants ont pu se rassembler pour honorer leur village et celles qui étaient battues pour lui jusqu'à son dernier souffle, offrant une forme de guérison collective à une communauté dispersée par la tragédie. Le journal intime d'Élise et les plans qu'elle avait si méticuleusement annotés ne furent pas simplement classés comme des pièces à conviction. Reconnus pour leur valeur historique et symbolique exceptionnelle, ils ont été déposés aux Archives nationales, où ils sont désormais conservés comme le témoignage d'un des plus grands scandales politico-financiers de l'après-guerre. Inspirée par son histoire, Léa Fournier a décidé de mettre sa carrière d'historienne au service de ce legs. Elle a entrepris l'écriture d'un livre, Le silence du lac, non seulement pour raconter l'enquête et le procès, mais surtout pour faire revivre Élise, sa passion pour les livres, son amour pour sa communauté, et l'esprit de ce petit village de Valbrume. Son objectif était de s'assurer que leur histoire, dans toute sa complexité humaine, ne soit jamais réduite à un simple fait divers, mais qu'elle serve de leçon pour les générations futures. Ainsi s'achève l'histoire de Valbrume, le village sacrifié. La sécheresse de 2008, une catastrophe naturelle, avait paradoxalement permis de laver une injustice profondément humaine. L'eau, qui avait servi de linceul à un crime pendant 4 décennies, était devenue l'instrument de sa propre révélation, prouvant que rien ne reste enfoui éternellement. Le nom de Valbrume, autrefois synonyme de perte et de nostalgie, est désormais gravé dans la conscience collective, comme un puissant symbole de résilience et de vérité. Le silence du lac a enfin été brisé, non par le bruit des turbines ou le fracas des vagues, mais par elle, écho persistant de la voix d'une femme ordinaire, qui, par un acte de courage extraordinaire, a rappelé au monde que même noyé sous des millions de mètres cubes d'eau, la vérité finit toujours par refaire surface. L'histoire de Valbrume, une fois le verdict rendu et la justice accomplie, a cessé d'appartenir aux seules archives judiciaires pour entrer dans la conscience collective de la nation. Le nom du village englouti, autrefois un murmure mélancolique partagé par quelques familles endeuillées, est devenu un symbole puissant. Il évoque plus seulement la perte et le sacrifice, mais la résilience de la vérité face à la puissance écrasante du mensonge et du temps. Le clocher émergeant des eaux n'est plus l'image d'un fantôme, mais le phare d'une justice qui, même après 40 ans de silence, a su trouver son chemin. Valbrume est devenu la preuve que l'histoire n'est jamais définitivement écrite,
et que les voix que l'on croit éteintes peuvent crier plus fort que n'importe quel barrage de béton, pour peu que quelqu'un accepte de les écouter. Pour Léa Fournier, cette épreuve fut une métamorphose. L'historienne, habituée à la distance respectueuse des archives, s'est retrouvée propulsée au cœur d'un récit dont elle était à la fois l'héritière et l'actrice principale. Son livre, Le silence du lac, est rapidement devenu un succès de librairie, bien au-delà du cercle des amateurs de faits divers. Était un hommage poignant, non seulement à la quête de justice, mais à la femme, qu'était Élise Moreau, sa passion pour la connaissance, son intégrité inflexible, et son amour pour une communauté. En donnant une voix littéraire à sa grand-tante, Léa a accompli bien plus qu'un devoir de mémoire. Elle a transformé une tragédie personnelle en une leçon universelle, s'assurant que le courage d'Élise ne soit jamais oublié, et que son sacrifice serve d'inspiration pour les générations futures. Au fil des saisons suivantes, les pluies sont revenues, généreuses et régulières. Lentement, inexorablement, le lac a repris ses droits. L'eau a léché les murs de pierre, a de nouveau rempli les rues silencieuses, et a finalement recouvert le clocher de l'église. Valbrume a disparu une seconde fois sous la surface, retournant à son sommeil aquatique. Mais cette fois, l'immersion n'avait rien de tragique. Ce N était plus un linceul dissimulant un crime, mais une couverture protectrice sur un lieu de mémoire enfin apaisé. Le village fantôme, dont les secrets avaient été révélés au grand jour, pouvait désormais reposer en paix. Le lac, autrefois une tombe, était devenu un sanctuaire, le gardien silencieux d'une histoire qui avait enfin trouvé sa juste conclusion, lavé de ses mensonges par la vérité qu'il avait lui-même révélée. Le coffre-fort, cet artefact rouillé et improbable, est devenu une pièce de musée, exposée comme le symbole central de toute l'affaire. Il représente bien plus qu'une simple pièce à conviction. Il est la métaphore parfaite de la mémoire elle-même. Comme lui, la vérité peut être scellée, immergée, oubliée sous le poids des années et la pression du silence. Elle peut sembler impénétrable, condamnée à se dissoudre dans l'oubli. Mais elle ne disparaît jamais vraiment. Elle attend patiemment, conservée dans son enveloppe protectrice, qu'un événement imprévu, une sécheresse, une coïncidence, la persévérance d'une seule personne, viennent la faire remonter à la surface. Le plus grand trésor que contenait ce coffre N était ni l'or ni les bijoux, mais la preuve indestructible que le passé, aussi profond soit-il, finit toujours par nous parler. Quant à Arthur Lefèvre, sa chute fut aussi totale que son ascension avait été spectaculaire. Dépouillé de ses titres, de sa fortune et de sa Légion d'honneur, il est mort en prison 2 ans après sa condamnation, dans l'anonymat et l'indifférence. Son nom, autrefois gravé sur les plaques inaugurales des grands projets de la région, a été effacé, remplacé par une réputation de meurtrier et d'escroc. Sa fin solitaire et sans gloire a servi de morale brutale à cette histoire. Le pouvoir et la richesse bâtis sur un crime ne sont qu'une illusion, un château de cartes que le moindre souffle de vérité peut faire s'effondrer. Sa véritable condamnation ne fut pas la prison, mais l'oubli, son héritage réduit aux cendres de sa propre cupidité, tandis que celui de sa victime, Élise Moreau, brillait d'une lumière nouvelle et éternelle. L'affaire Valbrume a laissé une empreinte durable bien au-delà des Alpes. Elle est devenue un cadet, école étudiée dans les facultés de droit, de journalisme et même d'ingénierie, illustrant les dangers de la corruption systémique et l'importance cruciale des contre-pouvoirs. La figure d'Élise Moreau, la simple bibliothécaire de village, a été érigée en modèle de la lanceuse d'alerte, une citoyenne ordinaire, qui, armée de sa seule intégrité et de son intelligence, a osé défier un système bien plus puissant qu'elle. Son histoire rappelle que la vigilance civique n'est pas l'apanage des experts ou des autorités, mais une responsabilité partagée. Son courage posthume a inspiré de nouvelles discussions sur la protection de ceux qui, aujourd'hui encore, risquent tout pour exposer des vérités qui dérangent. Des années plus tard, Léa Fournier se tient de nouveau sur le promontoire qui surplombe le lac, là où la stèle en l'honneur d'Élise a été érigée. Le soleil se couche, peignant la surface de l'eau de teinte dorée et apaisante. Le lac est plein, son miroir parfait ne laissant rien deviner du village qui dort sous ses eaux. Elle ne ressent plus le poids du deuil, ni la colère de l'injustice. À leur place, une paix profonde s'est installée, celle d'une mission accomplie, d'une promesse tenue. Elle a rendu une voix à sa grand-tante, mais elle a aussi permis à toute une communauté de faire son deuil. Le silence du lac n'est plus oppressant. C'est un silence serein, celui d'une histoire qui a trouvé sa résolution et qui peut enfin, véritablement, reposer en paix. L'histoire de Valbrume est terminée, mais combien d'autres secrets dorment encore sous la surface de notre monde, attendant qu'on les révèle. Si cette quête de vérité vous a touché, aidez-nous à en raconter d'autres. Votre soutien est notre moteur.
Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes, et partagez cette histoire pour que la mémoire d'Élise Moreau continue de vivre. Chaque histoire compte, chaque voix mérite d'être entendue. Nous vous proposons de cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran, pour découvrir une autre affaire oubliée, une autre vérité que nous avons exhumée des profondeurs du temps, juste pour vous. En fin de compte, l'histoire de Valbrume nous enseigne une leçon simple et éternelle. L'eau peut tout recouvrir, mais elle ne peut rien effacer. Elle peut dissimuler les pierres d'un village, les os d'une victime et les preuves d'un crime, mais elle ne peut dissoudre la vérité. Tôt ou tard, par la force des éléments ou la volonté des hommes, ce qui a été enfoui finit toujours par refaire surface. La véritable question n'est donc pas de savoir si les secrets seront révélés, mais quand. Et en regardant l'immensité tranquille de nos paysages, de nos villes et de nos institutions, on ne peut s'empêcher de se demander combien de Valbrumes silencieux nous entourent, attendant simplement leur propre sécheresse pour nous raconter leur histoire.